Paris, 1878. À l'exposition universelle, les visiteurs viennent voir les merveilles du progrès. Machines, verrières, industrie, avenir. Et dans une salle, ils tombent sur l'inverse exact du progrès. Un vieillard nu, les yeux exorbités, qui dévore un corps humain dans le noir. Philippe Amerton sortira de là avec une phrase brutale. Goya était une hyène. Mais ce que ses visiteurs ignoraient est plus troublant encore. Le tableau qu'ils voyaient n'était peut-être déjà plus celui que Goya avait peint. Et son titre le plus célèbre, Saturne dévorant son fils, n'était pas de Goya. Le problème, c'est que cette peinture ne montre peut-être ni Saturne, ni son fils. En février 1819, Francisco Goya achète une maison à la périphérie de Madrid, sur la rive ouest du Manzanares, la Quinta del Sordo, la maison du sourd. Le nom appartenait à l'ancien propriétaire, par ironie. Goya, lui, a perdu Louis en 1792, lors d'une maladie brutale qui l'a frappé à 46 ans. Depuis lors, pas un mot, pas un bruit, pas une voix. 27 ans de silence forcé avant même d'emménager dans cette maison. 27 ans à lire les lèvres, à déchiffrer les gestes, à vivre dans sa propre tête comme dans une pièce fermée de l'intérieur. Mais la surdité n'est pas ce qui brise cet homme, c'est ce qui vient avec elle. Sa femme Josepha est morte en 1812. Presque tous leurs enfants sont partis en bas âge, l'un après l'autre. Sur tous ceux qu'ils ont eus, un seul fils, Javier, a survécu jusqu'à l'âge adulte. La paternité chez Goya n'est pas une abstraction mythologique, c'est une blessure réelle. Et c'est dans cet état, à la fin de 1819, affaibli par une nouvelle maladie grave qui le ramène au bord de la faim, qu'il commence à peindre les murs de sa nouvelle maison. À ses côtés vit une femme, nommée Leocadia Weiss, officiellement son intendante, et selon presque tous ses biographes, sa compagne. Elle est bien plus jeune que lui. Elle a quitté son mari pour venir s'installer dans cette maison fermée aux étrangers, en bord de rivière. L'atmosphère entre eux, selon les témoignages de l'époque, n'était pas sereine. Leocadia était impulsive, Goya était vieux et sourd. Et sur les murs de la salle à manger, quelque chose se construisait lentement. Une image qui n'était pas destinée aux yeux d'un autre. Entre 1820 et 1823, l'Espagne change de respiration. Pendant 3 ans, les libéraux croient que le roi a reculé. Un soulèvement militaire a contraint Ferdinand de Sevens à jurer fidélité à la Constitution de 1812. Mais Ferdinand de Sevens n'a pas renoncé. Il attend. Et quand les troupes françaises entrent en Espagne en 1823 sous les ordres du duc d'Angoulême, ce ne sont plus seulement des idées qui deviennent dangereuses. Ce sont les noms, les amitiés, les tableaux, les silences. Des libéraux sont arrêtés, des anciens héros de la guerre d'indépendance sont pendus. Les listes circulent. Goya, premier peintre du roi depuis des décennies, a toujours sympathisé en secret avec les idéaux des Lumières. Cela suffit pour être compromis. À l'automne 1823, il transfère précipitamment la propriété de la Quinta del Sordo à son petit-fils Mariano pour éviter la confiscation. En 1824, il fuit vers Bordeaux où il terminera sa vie en exil. Mais avant de partir, il a peint quelque chose sur ses murs, quelque chose que personne n'aurait dû voir. Premier indice, le corps. La victime entre les mains du monstre n'a pas les proportions d'un nouveau-né. Ce n'est pas un nourrisson enveloppé dans des langes. C'est un corps adulte, avec des hanches larges, des formes arrondies, des contours que l'historien de l'art John Ciofalo a documentés avec précision comme appartenant anatomiquement à une femme adulte. L'identité de cette figure renverse le mythe qu'on est censé lire. Rappelons ce que le mythe raconte. Hésiode, dans sa Théogonie écrite vers 700 ans avant notre ère, dit que Chronos, Saturne pour les Romains, avait reçu une prophétie. Il serait renversé par son propre enfant. Pour conjurer le destin, il avalait chacun de ses fils à la naissance, entiers, vivants, de sorte que Zeus puisse plus tard les délivrer de l'intérieur. Voilà l'iconographie attendue. Des nourrissons mâles, avalés entiers, destinés à ressurgir. Ce n'est pas ce que Goya a peint. La victime est déjà sans vie, décapitée, démembrée. Aucune résurrection possible. La méthode elle-même contredit le mythe. On détruit,
on ne préserve pas. Et si le corps est celui d'une femme, alors la référence à Chronos et à ses fils s'effondre complètement. Ce n'est pas une erreur de Goya, cela pourrait être le message. Deuxième anomalie, les attributs absents. Le Saturne mythologique porte une faux, l'instrument avec lequel il a châtré son propre père Ouranos. Il porte une couronne, des sabliers symbolisant le temps. Rien de tout cela n'apparaît dans la fresque. Pas de couronne, pas de sceptre, pas de signe divin. La plus grande peinture mythologique de Saturne que Goya connaissait, celle de Rubens, peinte en 1636 pour la chasse royale de Torre de la Parada et qui était dans la collection espagnole, montrait un vieillard, puissant, musclé, méthodique, arrachant à pleines dents la chair de nourrisson qui crie encore. De la violence, froide, calculée, divine. Le Saturne de Goya est l'inverse. Une créature sans attributs, sans espace, sans temps. Juste la noirceur et la panique. Longtemps, les historiens du XIXe siècle ont vu dans ces absences un symptôme, la sénilité d'un artiste vieillissant, la confusion d'un esprit qui ne se souvient plus des règles de l'iconographie. C'est une lecture confortable. Elle permet d'admirer la puissance brute du tableau tout en la classant comme accident pathologique. Mais observons la technique et voyons si cette thèse tient. En cette époque de néoclassicisme triomphant, les peintres comme Jacques-Louis David ou Jean-Auguste Dominique Ingres travaillaient à la perfection anatomique, à la ligne pure, au pinceau invisible. On ne voyait pas la main du peintre, on voyait l'idéal. Goya a fait exactement le contraire, et il savait ce qu'il faisait. Il a peint à l'huile directement sur l'enduit sec du mur, une technique instable et expérimentale que personne d'autre ne pratiquait à cette échelle. Il a utilisé des spatules, des éponges, des brosses dures, déposant la couleur en couches épaisses et agressives. Les analyses au rayon infrarouge réalisées par Carmen Garrido pour le Prado révèlent qu'il n'y a aucun dessin préparatoire sur le mur. Pas d'esquisse, pas de mise en place. Il a peint directement, à la prima, mouillé sur mouillé, dans une concentration que seul un artiste en pleine lucidité peut maintenir. Goya avait été pendant des décennies le portraitiste le plus précis de la cour d'Espagne. Il avait peint Charles de Force et sa famille avec une exactitude d'horloger, et selon certains, avec une férocité dissimulée sous le vernis du protocole. Si la figure de Saturne se dissout partiellement dans l'obscurité, si les proportions sont anatomiquement impossibles, si le bras droit disparaît dans le noir, ce n'est pas l'erreur d'un vieillard. Il ne corrige pas l'anatomie, il la force à ressembler à la peur. La palette elle-même le confirme. Goya a réduit ses couleurs à l'os. Du noir de suie, Mais le détail le plus dangereux n'est plus sur la toile. En 1874, un photographe nommé Jean Laurent photographie des fresques in situ dans la Quinta del Sordo avant leur transfert sur toile. Ces clichés sur plaques de verre existent encore, numérisés et étudiés. Et sur ces photographies, analysées notamment par Carlos Foradada, Juan José Barragán et John Ciofalo, apparaît un élément que la version exposée aujourd'hui au Prado ne montre plus. Saturne aurait été représenté avec un phallus en érection.
Ce n'est pas un détail décoratif. Si cette lecture est correcte, il déplace toute l'interprétation, du mythe vers la politique, de Chronos vers Ferdinand the Seventh. Ce détail aurait été recouvert lors des restaurations et du transfert des peintures sur toile. La responsabilité exacte reste discutée. Certains chercheurs désignent le restaurateur Salvador Martínez Cubels, d'autres suggèrent des interventions ultérieures lors de l'entrée de l'œuvre au Prado. Mais le résultat est incontestable. Le tableau que nous voyons aujourd'hui n'est pas exactement l'image murale photographiée avant son arrachement. La thèse de Juan José Barragán, publiée en 2023, est plus risquée que ce que le Prado reconnaît officiellement. Ce détail ne renverrait pas au mythe, mais à un corps bien réel. Ferdinand de Sevens souffrait d'une condition médicale documentée, connue dans les cercles informés de la cour de Madrid. Goya, qui avait passé des années dans l'entourage royal, voyait ce que les autres faisaient semblant de ne pas voir. Si ce marqueur anatomique était intentionnel, alors le monstre qui dévore un corps aux formes féminines, l'Espagne, la Constitution, la liberté, portait un visage précis. C'est une hypothèse de chercheur, pas un consensus muséal. Barragán lui-même formule ses conclusions avec prudence. Ce qui est incontestable en revanche, c'est que le tableau a été modifié. Ce que nous voyons n'est pas tout ce que Goya a peint. Il y a encore une couche en dessous. Les rayons X ont révélé ce que personne n'imagine en entrant dans la salle 67 du Prado. Sous les couches noires de Saturne, sous l'ensemble des 14 fresques que l'on appelle les peintures noires, il existe une première vie de ces murs. Quand Goya a acheté la Quinta del Sordo en 1819, il a commencé par décorer ces mêmes surfaces de paysages lumineux, de scènes champêtres, de ciel clair. Il les a peints lui-même. Une maison de campagne ordinaire, avec des murs apaisants. Puis quelque chose a changé. À un moment indéterminé entre 1819 et 1823, il les a recouverts. Sans les détruire, ils existent encore en dessous. Il les a enterrés sous les visions noires. Comme si le monde dans lequel il avait cru ne méritait pas d'être regardé, mais ne pouvait pas non plus être simplement effacé. Je trouve cela plus éloquent que le tableau lui-même. L'idée qu'il y a un paradis intact sous le cauchemar, et que Goya a choisi de le cacher plutôt que de le détruire. Goya ne l'a jamais nommé, ni cette fresque, ni les 13 autres. Le titre « Saturne dévorant son fils » a été inventé après sa disparition, en 1828, par un ami peintre nommé Antonio de Brugada, venu faire l'inventaire de la maison. Brugada a regardé les fresques et leur a attribué des noms selon ses propres associations. Ce que Goya avait réellement en tête en les peignant, il a emporté le silence avec lui. Juste en face de Saturne, selon l'inventaire de Brugada, se trouvait un autre portrait, Léocadia Weiss, vêtue de noir, accoudée à ce qui ressemble à un tertre funèbre. Sur le mur adjacent, Judith tranchant la tête d'Holoferne, une femme qui élimine un tyran. Saturne à gauche, Judith à droite, Léocadia en deuil en face. Et entre tout ça, une table, des assiettes, des repas quotidiens. Goya mangeait en regardant un dieu cannibale. Et de l'autre côté, la décapitation d'un despote. Je ne crois pas que c'était du hasard. Je crois que c'était une pensée qu'il répétait chaque jour à table, dans ce silence que personne ne pouvait entendre. On dit parfois que les grandes œuvres révèlent leur vrai sens avec le temps. Je me demande si c'est vraiment vrai pour Saturne, ou si chaque génération projette simplement sa propre peur sur une surface suffisamment sombre pour tout accueillir. En 1878, le grand public y a vu de la pathologie, un vieil esprit déréglé. Dans les années 20 du XXe siècle, les surréalistes y ont lu l'inconscient libéré, le premier artiste véritablement moderne. À la fin du siècle, c'est devenu la métaphore des dictatures. Franco, le totalitarisme, l'État qui détruit ses citoyens. En 2023, des chercheurs y ont vu un portrait censuré d'un monarque régnant. Peut-être que chaque époque reconnaît le monstre qu'elle connaît le mieux. Il existe un dessin de Goya à la sanguine datant de 1797, plus de 20 ans avant la fresque. On y voit Saturne assis à une table, découpant méthodiquement une jambe d'enfant, en tenant un autre en réserve. Le ton est presque satirique, distancié. C'est l'œuvre d'un homme qui regarde le monde avec une ironie encore possible. Puis sont venues les guerres, les massacres,
les désastres de la guerre gravés un par un, la fin des espoirs éclairés, la répression, la maladie. Entre ce dessin et la fresque, il n'y a pas seulement une différence de style, il y a une fracture totale de l'homme qui les a faits. Goya n'a jamais expliqué ses murs. Il est parti à Bordeaux en 1824, a continué à dessiner, à graver, à travailler, mais sur Saturne, il n'a rien laissé. Pas une lettre, pas une note, pas un titre. Le silence était peut-être le dernier luxe qui lui restait. Alors il reste cette salle à manger. D'un côté, un pouvoir qui dévore, de l'autre, Judith qui tranche la tête d'un tyran. Entre les deux, une table, des repas, le silence d'un homme qui savait peut-être exactement ce qu'il avait peint. Si ces deux images se répondaient, laquelle était la réalité et laquelle était l'espoir?